Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 décembre. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai de l'avance sur mon planning aujourd'hui. Nous voyageons dans le temps. Je vais te renommer Marty McFly. Marty McFly. Oui, nous sommes le 15 décembre 2025 et notre cher ami Larry C. Johnson est avec nous. Bienvenue Larry. Oui, je suis là. Mets tes lunettes de soleil. J'ai mis la chemise voyante. Exactement. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Vous pouvez suivre Larry sur sonar21.com et sur sa chaîne YouTube, Sonar Currents. Je mettrai le lien vers sa chaîne dans la description de la vidéo. Larry y réalise de nombreuses excellentes interviews. Larry, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé les 12 et 13 décembre. La Russie a attaqué l'Ukraine avec un total de 495 missiles et drones, l'une des attaques les plus dévastatrices jusqu'à présent à mon avis. Que se passe-t-il et qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'armée russe et de ceux qui élaborent ces stratégies en Ukraine? Eh bien, c'est une guerre d'usure. Et faisons simplement une observation. Oui, ils ont lancé 495 roquettes, missiles et drones, et cela a causé des dégâts. Mais cela n'a pas provoqué l'effondrement de l'Ukraine. Alors, renversons la situation. Vous savez, si l'Ukraine avait fait quelque chose de similaire à la Russie, l'Occident dirait « Oh là là, la Russie, ils sont à bout de souffle. Ils vont s'effondrer d'une minute à l'autre. » Donc, je veux dire, cela montre simplement que la Russie mène une campagne d'usure continue et qu'elle détruit la capacité énergétique nécessaire au fonctionnement des villes. Je veux dire, Odessa est actuellement privée d'électricité. Cela signifie que l'eau n'est plus pompée. Et ça, c'est un vrai problème quand on vit dans un immeuble en copropriété ou un bâtiment de 10, 15 ou 20 étages. Quand vient le moment de tirer la chasse, rien ne se passe. Ou bien, il faut monter des seaux d'eau par les escaliers, parce que l'ascenseur, eh bien, cela impose une telle charge aux habitants qu'ils finissent par quitter la ville. Ce qui, à mon avis, fait peut-être désormais partie de la stratégie russe. Franchement, pousser les citoyens à quitter ces villes pour pouvoir les attaquer plus librement. J'ai entendu de la part de quelques soldats russes que par le passé, ils avaient le sentiment d'avoir les mains liées à cause des ordres venus d'en haut visant à limiter les dégâts dans les zones civiles. Ils ne disaient pas qu'ils s'en fichaient ou qu'ils voulaient tuer des civils. Ils faisaient simplement remarquer que les règles d'engagement sous lesquelles la Russie opérait les avaient restreints. Donc, cette dernière frappe, 490 missiles et roquettes, représente environ la moitié de ce que la Russie faisait, disons, il y a un mois. Ils ont encore la capacité de maintenir ce type d'opération, et l'Ukraine n'a plus vraiment de système de défense aérienne pour y faire face. Et nous avons eu une après-tout entre Steve Witkoff, Kushner et Zelensky. Ce qui était incroyable, c'était de voir le PDG de BlackRock y participer, tu sais. Incroyable. D'où est-il sorti? Eh bien, écoutez, nous le savions depuis le début. Tout cela concerne, vous savez, l'un des points que j'ai souvent répété. Tout tourne autour de l'argent. BlackRock a fait un énorme pari en pensant qu'il allait tirer d'immenses profits de l'Ukraine. On pourrait croire qu'un type comme Larry Fink, qui est milliardaire, prendrait le temps de s'asseoir, d'obtenir des renseignements solides, de planifier, de s'assurer qu'ils avaient les bonnes informations. Eh bien non, ils ont avalé les histoires pleines d'excréments bovins mâles qui circulaient. C'est vrai. Donc c'est plutôt ironique de voir ça. Mais bon, ce n'est pas la première fois que je vois un milliardaire de Wall Street
faire des choses stupides. Et ce n'est pas parce que tu penses qu'ils sont intelligents. J'ai vu ça avec Bill Ackman et sa position à la baisse sur Herbalife. Cela nous éloigne un peu du sujet. Mais voilà encore un milliardaire qui a fait des suppositions sur une entreprise sans faire les recherches nécessaires pour savoir à quoi il avait affaire. Eh bien, dans ce cas, Larry Fink n'a pas fait les recherches pour reconnaître que l'armée russe était assez puissante et allait vaincre l'Ukraine, quoi que fasse l'Ukraine. On pouvait le voir dès le départ, et pourtant il a adhéré à la propagande occidentale, selon laquelle la Russie n'était qu'une vieille femme chancelante, incapable de se mesurer à l'Occident, remplie de généraux incompétents et gangrenés par la corruption, etc., etc. Et maintenant, il va y laisser sa chemise. Oui, ils ont parlé pendant 5 heures. On peut supposer qu'ils sont allés assez loin dans la situation en Ukraine. Penses-tu qu'après tout, puisque d'un côté, on voit que la Russie veut que les Ukrainiens se retirent du Donbass et de Donetsk, si je ne me trompe pas, et que de l'autre côté, la Russie dit qu'elle se retirerait de Kharkiv, de Sumy et de ces régions. Est-ce que cela se produit? Non. Est-ce que c'est le résultat des discussions? Non, non. Rien de tout cela n'arrive. La Russie ne se retire de nulle part. La Russie ne se retirera pas avant, eh bien elle pourrait envisager de se retirer de Kharkiv et de Sumy si, et c'est un grand si, l'Ukraine retire immédiatement ses troupes de Kherson, de Zaporizhia et de Donetsk. Ils ne sont plus en lice là-bas. Les Russes ont tout repris. Mais l'Ukraine a insisté sur le fait qu'elle ne le ferait pas. Donc la Russie va continuer à avancer. Ils sont vraiment sur le point de traverser la région de Zaporizhia, avançant très très rapidement dans les semaines à venir. L'Ukraine est une nation mourante. Elle fait semblant d'être encore en vie, mais elle meurt. Et plus cela dure, plus elle va perdre. C'est aussi simple que cela. L'élection présidentielle en Ukraine est-elle une préoccupation immédiate pour les Russes? Non. Vous savez, si c'est une élection légitime et que les Ukrainiens, le secteur droit, le bataillon Azov, les banderistes, cette foule néo-nazie l'emportent, alors le monde continuera probablement comme avant. La Russie n'acceptera pas de mettre fin au conflit sans s'assurer que le gouvernement qui prendra le pouvoir ne représentera pas une menace pour elle à l'avenir. Et cet ultranationalisme, cette droite, enfin je ne sais même pas pourquoi on l'appelle droite, mais c'est de nature néo-nazie. La Russie ne le tolérera pas. Elle ne vivra pas avec cela. Pas plus que, vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, les États-Unis, ne sont allés au Japon en disant « Oui, remettons tous ces militaristes qui ont déclenché la guerre à la tête du gouvernement. » Hors de question. À la victoire reviennent les dépouilles. La Russie aimerait régler cela diplomatiquement, si possible. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience croissante que ça devra se régler militairement. Comment évalues-tu, Larry, la situation avec l'Europe? Parce que l'Europe, d'un côté, veut aider l'Ukraine et participer à la reconstruction de l'Ukraine. Mais d'un autre côté, elle ne veut pas en assumer le coût. Elle est prête à payer pour la poursuite du conflit. Mais lorsqu'il s'agit de reconstruction, elle parle d'utiliser les avoirs russes en Ukraine. Penses-tu que le ton des Européens change d'une certaine manière? Non. Il s'agit des avoirs russes. Eh bien, en ce moment, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas de point de vue européen unique. Il y a une division. Il y a au moins 3, certes plus petits, pays. La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Ils ne veulent en aucun cas entrer en guerre avec la Russie. Ils aimeraient avoir des relations normalisées et des liens économiques avec la Russie. Ce sont Scholz, Macron et Starmer.
le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui sont les plus grands instigateurs et agitateurs. Et du côté de l'UMRA, il y a von der Leyen, vous savez, je préfère dire friande de mensonges, et Kaja Kallas. Donc vous voyez, ils tiennent de grands discours, ils parlent de manière très belliqueuse. Mais que peuvent-ils vraiment faire? Je veux dire, ils n'ont vraiment aucun pouvoir militaire digne de ce nom. Ils ont quelques chiffres sur le papier, mais en termes de capacité réelle et de commandants solides capables de se déployer sur le terrain et de rassembler des forces, ils n'ont pas cela. Pourtant, ils continuent d'essayer de provoquer une guerre avec la Russie. Cela semble être leur seule stratégie pour le moment. La Russie, quant à elle, je pense que Poutine, Lavrov et le reste de l'équipe de sécurité nationale en ont complètement assez. Ils ont perdu toute patience avec les Européens. Ils les voient comme un petit chihuahua bruyant, agressif, qui essaiera de mordre. Mais au bout du compte, ils sont plus une nuisance qu'une menace militaire immédiate. Ce qui est bien avec l'administration Poutine, c'est qu'ils sont toujours prêts à discuter, à négocier, et à mon avis, ils ne diraient jamais non à l'Europe si celle-ci décidait de changer d'attitude à l'égard de l'Ukraine, ou peut-être de trouver une meilleure solution pour l'Ukraine. Vous savez, ils discutent avec les Américains et ils parleraient avec les Européens si les Européens décidaient d'aller dans cette direction. Oui, non, je suis d'accord. Mais regarde, l'Europe est en train de se suicider. Au lieu d'importer du pétrole et du gaz bon marché de Russie, elle se tourne vers des sources alternatives, ce qui va considérablement augmenter le prix de ces carburants. Et cela se traduit par une croissance économique plus faible et probablement une inflation plus élevée. Donc, on obtient le pire des deux mondes, une économie à la traîne et des prix qui s'envolent. Et ils le font en toute connaissance de cause. Ils pensent pouvoir nuire à la Russie. Oui, nous n'allons plus acheter vos produits. Et la Russie répond, très bien, nous les vendrons ailleurs. Tu sais, j'ai écrit à ce sujet hier soir. C'était vraiment la vision de Sergei Karaganov. Il dirige l'une des nouvelles écoles d'économie en Russie. C'est un politologue. Et vous savez, il plaide depuis longtemps pour ce tournant vers l'Est, qui dit en gros, regardez, nous avons passé 300 ans à essayer, vous savez, de nous attirer les faveurs des Européens, à tenter de faire partie du cercle européen. Nous voulions faire partie de leur club, et les Européens n'en voulaient pas. Le reste de l'Europe ne voulait essentiellement rien avoir à faire avec la Russie. Vous savez, cette arrogance, ce ne sont qu'une bande de Slaves. Ils ne sont pas aussi intelligents, raffinés ou cultivés que nous. Et en réalité, une partie de cela remonte à la scission religieuse entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Vous savez, ce sont tous deux des chrétiens, mais ils se sont affrontés et séparés à propos de l'interprétation du Saint-Esprit. Ainsi, pendant 300 ans, la Russie a essayé, si l'on peut dire, de se faire bien voir et a été constamment rejetée. Et donc, Karaganov dit, non, notre avenir est à l'Est. Notre avenir est avec la Chine. Notre avenir consiste à développer la Sibérie. Vous savez, la Russie est un territoire immense, doté de ressources naturelles presque incalculables, et à tisser des liens avec la Chine et l'Inde qui seront, disons, des efforts de collaboration. C'est dans cette direction qu'ils se dirigent. Et ils vont ignorer l'Europe autant qu'ils le pourront jusqu'à ce moment-là. Si l'Europe décide de déployer des armes susceptibles de menacer, des armes nucléaires susceptibles de menacer, la survie de la Russie, alors vous verrez la Russie agir, et agir de manière décisive contre l'Europe. Ils ne vont pas, vous savez, pour l'instant, ils ont été très prudents pour éviter de tuer des citoyens ukrainiens, malgré la propagande occidentale qui prétend le contraire. Mais si cela se transforme en affrontement avec l'Europe, en afsmale de ström sont
En réalité, lorsque nous examinons la NSS, la stratégie de sécurité nationale, le point positif est qu'il y a une reconnaissance de la réalité en Europe et en Ukraine. Mais le point négatif, c'est qu'ils continuent de poursuivre un jeu à somme nulle de la part des États-Unis. Ils ne voient pas vraiment de partenariat. Ils veulent la domination, vous voyez? D'accord. Est-ce que cela va aider les États-Unis? Vous avez mentionné ce stratège russe, Karaganov, n'est-ce pas? J'aimerais savoir dans quelle mesure ce qui se passe en Russie est réellement rapporté aux États-Unis, car vous ne semblez pas vous en soucier. La Russie. Les seules nouvelles qui sont rapportées aux États-Unis à propos de la Russie sont toujours négatives. Vous savez, oh, ils ont d'énormes files d'attente pour l'essence. Oh, les magasins sont vides. Oh, l'armée s'effondre. C'est ce genre de choses qu'on rapporte. Et pour l'essentiel, tout cela relève, si l'on veut, de la propagande occidentale. Il y a très peu d'intérêt à réellement essayer d'expliquer ce qu'est la Russie, ce que sont les gens, quelle est sa culture. Vous savez, l'Américain moyen croit encore que la Russie est un État communiste, ce qui est loin d'être le cas. Et il existe véritablement un fossé culturel entre les États-Unis et la Russie, dans la manière dont les Russes perçoivent le monde et collaborent avec d'autres pays. Alors que, comme vous l'avez souligné, les États-Unis reposent sur ce que j'appellerais un modèle d'exploitation coloniale. Que pouvons-nous prendre aux autres? Nous devons contrôler. Nous devons dominer. Ces autres pays doivent faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Ils ne peuvent pas suivre leur propre voie. Ils doivent nous être soumis. La mentalité russe est beaucoup plus collaborative. Par exemple, lorsqu'ils travaillent avec l'Iran, ils ne vont pas voir les Iraniens en leur disant « Écoutez, voici comment vous allez faire ». Non, c'est fondé sur le respect mutuel et la volonté de coopérer. Nous travaillerons avec vous, mais nous n'allons pas venir vous dire quoi faire. Nous n'allons pas vous donner des ordres. C'est un état d'esprit collaboratif, n'est-ce pas? J'ai écrit à ce sujet hier soir, en rapport avec cela. J'ai eu une conversation lors de ma dernière visite à Moscou avec Vyacheslav Fetisov. Fetisov est une légende du hockey russe, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ce qu'il a décrit lorsqu'il a quitté l'Union soviétique en 1989 et qu'il a été autorisé à venir aux États-Unis pour jouer avec les New Jersey Devils, c'est à quel point il avait été choqué par ce qu'il appelait l'approche occidentale, canado-américaine, du hockey. Tout tournait autour de l'individu. Tout reposait sur une seule personne, la vedette. Il a dit, « Je viens d'un système qui mettait l'accent sur le travail d'équipe, où nous devions fonctionner comme une unité. Oui, l'un d'entre nous pouvait être un joueur supérieur, mais il ne s'agissait pas pour moi d'être la vedette. Il s'agissait de la manière dont je travaille avec mon équipe, mes collègues, mes camarades. Comment coopérons-nous pour former une unité complète? C'est un état d'esprit différent, et cela influence la façon dont on interagit avec les autres. Ce que nous voyons vraiment, c'est cette mentalité individualiste du « je dois être la star ». C'est en partie ce qui tue l'Occident. Et vous savez, nous assistons à la fin de ce système. Il ne disparaîtra pas la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni même dans un an, mais il est en train de mourir, et il meurt sous nos yeux. Voici ce qu'a déclaré le chancelier allemand Merz. Il estime que l'ère de la Pax Americana touche à sa fin. Il assistait à une soirée à Munich, et au cours de cet événement, il a dit ceci. Vous pouvez le voir dans les sous-titres. Ouais, on dirait que ils protègent leurs propres intérêts.
Oui. Oh, voilà un concept inhabituel. Mon Dieu, les Américains poursuivent leurs propres intérêts? Oh là là, c'est tellement unique dans les affaires internationales. Je veux dire, qui d'autre fait ça? Cet homme est un idiot. Seigneur. Vous savez. Oh, et que fait l'Allemagne? Si je me souviens bien, l'hymne national disait « Deutschland, Deutschland über alle ». L'Allemagne au-dessus de tout. Quel hypocrite. Désolé. Oui, mais il me semble que lorsque je regarde par exemple Merz et d'autres dirigeants européens, ils acceptent la réalité, ils en parlent plus ou moins, mais on ne voit aucune véritable interprétation de cette compréhension ou de cette interaction. On a toujours l'impression qu'ils agissent dans une sorte de déni. Eh bien, ils ne sont certainement pas en phase avec la réalité. Allez-y. Si tu penses de cette façon, tu dois agir en fonction de ce dont tu parles. Je ne vois pas ça se produire. Oui, eh bien, regardez les sondages d'opinion concernant Starmer. Il est en baisse d'environ 13%. Macron est autour de 19%. Merz, vous savez, 25-26%. Donc on a ce phénomène où ces pays sont dirigés par des dirigeants qui sont complètement méprisés et détestés. Ils n'ont absolument aucun mandat populaire. Et donc ils poursuivent un programme totalement déconnecté de ce que veut la majorité de leur population respective. C'est un forum, à mon avis. This is a form of insanity, in my view. Larry, tu as mentionné qu'il existe une certaine division en Europe. Ne penses-tu pas qu'il se passe aussi quelque chose entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni? Parce que je ne les vois pas totalement alignés les uns avec les autres. No, but they are. Non, mais ils ont même des divergences avec l'UME-Before. Avec von der Leyen, qui pousse à saisir les avoirs russes, il y a eu une certaine résistance de la part de Macron et même de grandes banques européennes contre cette idée. Donc, ils ne sont pas unis sur ce front, et ils n'ont pas vraiment élaboré de stratégie militaire commune non plus. Comme nous en avons déjà parlé, ils veulent que l'Ukraine fournisse tous les soldats. Allez, former une armée de 800 000 hommes. Et voici l'Ukraine, avec à peine un dixième de la population de ces trois pays. Il n'y a aucune réflexion rationnelle appliquée à la politique étrangère en Europe. Tout est émotion, une haine de la Russie. Et je pense qu'une partie de cette haine repose sur l'attitude de la Russie envers ce qu'on pourrait appeler les valeurs traditionnelles. L'Europe est devenue un véritable spectacle de bizarrerie sur le plan de son adhésion idéologique. Vous savez, l'Allemagne souffre d'une manière que nul autre pays ne connaît en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport du Financial Times indiquant que Volkswagen ferme une usine en Allemagne pour la première fois en 88 ans. Oui, ils ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'ont pas survécu à Merkel et Olaf Scholz. Ce sont des impacts énormes, vous savez, quand on regarde la société, comme l'économie de l'Allemagne. En quoi ça va-t-il aider Merz? Je ne sais pas. Mais cela ne se traduit pas par une douleur financière immédiate pour l'Allemand moyen à cause de leur système, le filet de sécurité qui existe. Les gens commencent à toucher de l'argent du gouvernement et ils continuent à partir en vacances. Mais dans le même temps, l'Allemagne doit emprunter de plus en plus d'argent. Ainsi, la dette, les obligations extérieures de l'Allemagne augmentent rapidement. Et un de ces jours, ils reviendront à l'époque de la République de Weimar, quand il y avait de l'hyperinflation et que l'économie s'effondrait. La trajectoire sur laquelle se trouve l'Allemagne n'est pas bonne, car ce n'est pas seulement Volkswagen qui a fermé. Ils perdent un certain nombre d'industries, et certaines font leurs valises pour partir à l'étranger.
L'Allemagne, autrefois véritable miracle après la Seconde Guerre mondiale, reconstruite et redevenue la puissance industrielle de l'Europe, ne l'est plus. No longer. En Europe, on parle de l'adhésion de l'Ukraine à l'UMEN d'ici 2027. Et si l'on regarde l'Europe aujourd'hui, supposons qu'ils soient tous d'accord pour que l'Ukraine rejoigne l'Union. Mais l'UMEN est-elle vraiment prête pour cela? L'Ukraine va être pire que tous les cauchemars qu'ils ont connus jusqu'à présent. Oh, no. Ukraine going to be worse than any nightmare they had so far. Yeah, this is. Oui, ils intègrent une économie dysfonctionnelle, une nation en ruine, dont la population se dirige vers l'extinction. Leur taux de natalité ne permet pas de remplacer la population. Et le nombre de morts infligés à l'armée par les Russes, ajouté à celui de ceux qui ont fui à l'étranger, tu sais, on en a déjà parlé. Par rapport à ce qu'était la population de l'Ukraine, disons il y a 15 ans, elle a maintenant été réduite de plus de moitié. Elle était d'environ 43 millions. Elle est maintenant tombée à environ 19 millions. Ce n'est pas viable. Et pourtant, l'Europe veut les intégrer à l'UMEN. Je peux imaginer la Russie, d'une certaine manière, dire « Très bien, allez-y, oui, vous pouvez les avoir ». Ce serait une chose si vous disiez « Hey, on a un club et on veut y faire entrer ce type ». We've got a club, and we want to bring in this guy. He's handsome, he's rich, he's a Il est great beau, athlete. il est riche, c'est un grand athlète. Mec, tu sais, il est bien éduqué. Fais-le entrer. No. Non, là, on fait entrer le pays qui est pauvre, drogué, sans argent, en mauvaise santé. Tu sais, avec un cancer du foie. C'est ce genre de personne que tu veux faire entrer dans ton club. Parce que par le passé, les Européens comme Larry Fink, dont nous avons parlé plus tôt avec BlackRock, comptaient sur le contrôle de l'Ukraine. C'était l'un des 5 pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Donc, il avait un potentiel de richesse considérable, ce qui faisait saliver tout le monde de toute façon. Mais à mesure que l'offensive de la Russie se poursuit, elle contrôle de plus en plus de ce qui était autrefois les ressources ukrainiennes. It's controlling more and more of what used to be Ukrainian resources. But in terms of the Mais en ce qui concerne la nature de la coopération entre l'Ukraine et les Européens, en particulier avec les services de renseignement britanniques, comme nous l'avons appris, le chef du MI6 a déclaré qu'il n'abandonnerait pas l'Ukraine. Peu importe le type d'accord qui sera conclu là-bas, ils continueront à coopérer avec l'Ukraine. Cela signifie qu'ils auront leurs agents dans le pays. Je ne sais pas, peut-être à Odessa et ailleurs. Comment cela va-t-il être perçu par les Russes? Ont-ils une sorte de ligne rouge quant à la manière dont le gouvernement britannique pourrait, disons, aggraver la situation en Ukraine ou attiser de nouveaux types de conflits au sein de la société? Quelque chose qui pourrait influencer tout accord si, finalement, ils décident de mettre fin à la guerre en Ukraine, de parvenir à un accord. Je ne vois pas la présence du renseignement britannique comme étant bénéfique pour l'avenir de l'Ukraine. Look, this is déjà vu all over again. Écoutez, c'est du déjà-vu, pour citer Yogi Berra. En 1948 et 1949, les services de renseignement britanniques travaillaient à créer et à attiser une guerre civile en Union soviétique, en utilisant l'Ukraine comme tremplin pour cela. À l'époque, il a fallu environ 7 ou 8 ans aux soviétiques pour rassembler les collaborateurs et les vaincre. Donc vous savez, ce n'est rien de nouveau. Et les efforts britanniques pour essayer de refaire cela maintenant? Eh bien, les Russes sont plutôt doués en contre-espionnage. Ils ont un passé riche en la matière. Rappelons que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils fournissaient de la désinformation aux Allemands. Le chef du renseignement allemand s'appelait Gehlen. The head of German intelligence was a guy named Gehlen, and Gehlen thought he had this super secret source. Et Gehlen pensait qu'il disposait d'une source ultra secrète connue sous le nom de les Balkans. Eh bien, il s'est avéré que cette source ultra secrète était en réalité juive. Je crois qu'il était hongrois ou peut-être serbe,
mais il venait de l'une de ces communautés. Il était juif et il était dirigé par le renseignement soviétique. Donc vous savez, les soviétiques, et maintenant les Russes, ont de très bonnes capacités de contre-espionnage. Ils ont montré que, lorsqu'ils s'engagent dans un combat contre l'un de ces mouvements subversifs ou insurgés, ils se battent pour gagner. Ils ont de l'expérience dans ce domaine. Ils l'ont fait en Tchétchénie pendant la guerre civile tchétchène. Et si jamais les Britanniques essaient, vous savez, de maintenir l'insurrection vivante en Ukraine occidentale, la Russie s'en occupera aussi. Vous savez, ils ne paniquent pas. Ils ont une longue expérience dans ce domaine. Et c'est bien là une partie du problème. Quel intérêt diable le Royaume-Uni a-t-il en Ukraine? Allons donc. C'est de l'ingérence britannique pure et simple. Le Royaume-Uni a été une malédiction, une véritable malédiction, pour le monde en raison de son exploitation des peuples, notamment en Afrique et en Asie. L'héritage colonial des Britanniques est une tâche complète sur ce pays, mais ils se sont habitués à diriger le monde. Ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, c'est que les deux guerres mondiales les ont brisées. Cela a vraiment sapé les fondations de leur impérialisme. Et vous savez, il y a le Royaume-Uni qui meurt lentement. C'est une culture tellement étrange en ce moment, où l'on vénère ce roi, où auparavant c'était la reine, et où l'on célèbre cet héritage tout en changeant culturellement avec l'afflux d'immigrants. Vous savez, c'est en quelque sorte le retour de bâton de l'ère coloniale. Certains de leurs anciens sujets coloniaux viennent maintenant au Royaume-Uni et en changent complètement le visage. Mais, vous savez, le MI6, c'est comme une maladie. Il va continuer à essayer d'infecter jusqu'à ce qu'il soit détruit. Vous savez, à un certain moment pendant la guerre en Ukraine, je pensais que le gouvernement polonais devenait vraiment radical envers les Russes. Mais aujourd'hui, quand je regarde le pays, il me semble qu'ils ont complètement changé d'avis sur la Russie. Comment voyez-vous la Pologne aujourd'hui? Ils ne font plus partie de ce genre de vision radicale, de cette sorte de haine contre la Russie. Je ne les vois plus là-dedans. Eh bien, cela dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à Sikorsky, vous savez, la haine virulente de la Russie est toujours là. Ou à Tusk, Donald Tusk, le Premier ministre, il est furieux contre les Russes. Mais ensuite, vous avez le président Duda, qui lui a une perspective complètement différente. Et sa récente élection montre qu'une majorité de Polonais soutient ce point de vue plutôt que celui défendu par Sikorsky. Mais je pense que la Pologne est tout sauf unie. D'une certaine manière, la Pologne est un autre exemple vivant de ce qui se passe à travers l'Europe, où certains dirigeants politiques sont complètement déconnectés de ce que veut le peuple. La Pologne fait partie, eh bien, je dirais qu'il y a 3 pays européens qui subiront de plein fouet les conséquences de la défaite de l'Ukraine face aux Russes. Pologne, Hongrie, Roumanie. Et ils devront probablement faire face à un nouvel afflux de réfugiés. Et pourtant, comme dans le cas de la Pologne, l'une de leurs grandes préoccupations était que si l'on laissait l'Ukraine entrer, et que l'Ukraine, en raison de sa production agricole, menaçait les moyens de subsistance des agriculteurs polonais. Donc vous voyez, la situation est complexe. Des figures comme Sikorsky et Tusk, si leur point de vue l'emportait, on verrait la Pologne s'aligner rapidement sur l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et adopter une position, disons, plus belliqueuse envers la Russie. Mais si Duda et son camp l'emportent, on assisterait, je pense, à une ouverture vers des négociations avec la Russie et à une tentative de dire, eh bien, essayons de vivre ensemble. Nous n'avons pas besoin d'être en guerre. Il y a 2 volets, vous savez, dans la politique étrangère de la Pologne.
L'un reste le même que lorsque la guerre a commencé. Vous vous souvenez de Sikorsky débattant avec Michael McFaul. McFaul, oui. Oui, en débattant avec John Mearsheimer. Et il disait que la Russie allait recevoir une leçon en Ukraine. Tu te souviens de cette époque? Ils pensaient vraiment qu'ils allaient écraser la Russie en Ukraine, les piéger là-bas. Je pense qu'ils acceptent maintenant la réalité. Ils savent qu'ils n'ont rien pu faire en Ukraine pour vaincre ou affaiblir la Russie. Et ils ont aussi été touchés par le conflit d'autres manières, comme les réfugiés, les immigrés arrivant en Pologne. Mais la dure réalité, Larry, c'est ce qui s'est passé sur le champ de bataille. De nombreux soldats polonais, des mercenaires, y sont allés et ont appris à quel point la Russie est redoutable sur le champ de bataille. Eh bien oui, je pense que le dernier chiffre que j'ai vu faisait état d'environ 12 à 15 000 Polonais morts en combattant aux côtés de l'Ukraine. Un nombre important. Ils n'étaient pas là en tant que membres officiels de l'armée polonaise, mais ils combattaient tout de même du côté ukrainien. Et encore une fois, ce qui est si étrange dans tout cela, c'est que le gouvernement actuel en Ukraine reflète l'idéologie de Stepan Bandera de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, qu'a fait Bandera? Son mouvement a été impliqué dans le meurtre d'environ 150 000 Polonais, le massacre de Volhynie, qui s'est déroulé sur plusieurs mois. On pourrait donc penser que les Polonais seraient en réalité alignés avec la Russie à cet égard. Mais vous savez, encore une fois, dans l'histoire et la mémoire polonaise, ils ont tenu les Soviétiques pour responsables du meurtre d'intellectuels et de politiciens polonais au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, ils ont des raisons, des deux côtés, de détester les Ukrainiens et de détester les Russes. Ou du moins, vous savez, de ne pas oublier l'histoire. Mais la Pologne, à elle seule, n'a pas la force de combattre la Russie, de quelque manière que ce soit. Et pourtant, l'OTAN a fait de la Pologne, a transformé la Pologne en la pointe de la lance, en construisant des bases militaires à la fois en Pologne et en Roumanie. Ces deux pays en particulier sont utilisés, je dirais utilisés de manière cynique par l'Occident. Oui. Penses-tu qu'ils partagent ce type d'informations avec d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, à propos de ce qu'ils ont vécu sur le champ de bataille? Il ne semble pas y avoir, à travers l'Europe, la moindre volonté de procéder à une évaluation objective de ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. Ils continuent de se mentir à eux-mêmes, se persuadant que les Russes subissent plus de pertes que les Ukrainiens l'emportent sur les Russes. C'est un joli monde imaginaire dans lequel ils vivent, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est pourquoi, un de ces jours, la réalité va s'abattre sur l'Europe. Avec la défaite de l'Ukraine, les Européens vont devoir affronter les conséquences de l'afflux de réfugiés dans leur pays. Larry, changeons un peu de sujet pour parler de l'Australie. L'attentat terroriste contre la communauté juive à Bondi Beach. C'était un père et son fils, et ils faisaient partie, tu sais, du salafisme, ce mouvement radical. Ce qui m'étonne, c'est que les services de renseignement israéliens affirment que l'Iran était derrière tout ça. Je sais, et c'est incroyable. Oui, les salafistes sunnites ont des racines qui remontent loin. Tu sais, ces deux-là étaient, je crois, un père et un fils pakistanais. Et ce qu'on appelle le mouvement Deobandi au Pakistan a joué un rôle majeur dans la formation d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Cette version particulière de l'islam est également liée aux Wahhabites d'Arabie saoudite. Ils sont inflexibles, rigides, ils croient détenir la vérité absolue sur l'islam.
Et c'est pour cela qu'ils tuent d'autres musulmans. Ils tuent les musulmans chiites, qui constituent le groupe prédominant en Iran. En fait, si l'on revient à l'époque où la guerre faisait rage en Syrie, c'était l'Iran qui combattait aux côtés de Bachar al-Assad, qui tentait de protéger les alaouites et les chiites contre les sunnites. Et bon sang, qui finançait ces sunnites? C'était l'Occident, les États-Unis, le Royaume-Uni. Il est important de noter que, selon moi, c'est un citoyen syrien, un ancien citoyen de Syrie, qui a en réalité maîtrisé l'un des tireurs, le fils, et l'a empêché de tirer, l'a désarmé. Donc vous savez, c'était pas simplement, comme l'Occident aime le présenter, l'islam en tant que religion violente. Non, il s'agit de cette secte particulière au sein de la communauté sunnite, car on trouve beaucoup d'autres musulmans sunnites qui rejettent ce genre de cruauté. Et vous savez, c'était un pur acte de terrorisme. Il n'y a jamais de justification pour sortir et tirer sur des civils sans défense. Et ils étaient bien entraînés. En regardant la photo, le type qui tirait, tu vois. Oui, il avait eu, souviens-toi, c'est l'Australie, avec ses lois strictes sur les armes à feu où tu ne peux pas en posséder. Alors, comment ça a marché? Tu sais, c'est juste horrible. Mais le récit s'est compliqué hier quand ce musulman originaire de Syrie est intervenu pour arrêter ce fanatique déchaîné venu du Pakistan. C'est juste un rappel de plus que cet effort pour instaurer et attiser ce genre de violence, l'Occident y a joué un rôle en l'attisant et en le finançant. Tout est lié. Tu sais, on a vu en Syrie l'autre jour, 2 soldats américains et leurs interprètes ont été tués par soi-disant l'État islamique. Al-Jolani ne faisait-il pas partie de l'État islamique? Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, il s'en est séparé, Al-Nosra, puis d'Al-Nosra à Hayat Tahrir al-Sham. Donc encore une fois, nous avons été des facilitateurs. Les États-Unis ont été un facilitateur de tout cela. Et ensuite, ça nous revient en pleine figure. Tu sais, c'est un peu ridicule de voir une faction de l'État islamique se battre contre une autre. Eh bien, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé, je vais les appeler des fanatiques religieux, des personnes convaincues qu'elles ont une ligne directe avec Dieu, qu'elles détiennent la compréhension correcte de la relation à Dieu, ou à Allah, ou à Jéhovah, selon le nom que vous donnez à votre divinité. Et ils peuvent être très, très querelleurs. J'ai vu cela au sein du christianisme. Et ils peuvent aussi être violents. Donc ce n'est pas limité à l'islam. On l'a vu aussi dans le judaïsme, christianisme, islam. Ce que je trouve fascinant, c'est que je ne me souviens pas de terroristes bouddhistes. Je ne me rappelle pas d'un seul groupe fondé sur le bouddhisme qui se soit organisé pour tuer des personnes d'autres confessions ou d'autres croyances. Donc ce n'est pas quelque chose de typique de toutes les religions. Il semble simplement que ce genre de violence apparaisse dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Oui, il y a eu une réunion hier en Iran, Larry, à laquelle ont participé l'Iran, la Chine, la Russie, tous ces pays autour de l'Afghanistan qui s'inquiètent de ce qui s'y passe. Ils ont parlé de l'envoi de troupes étrangères en Afghanistan à nouveau, et tous ces pays s'opposent à ce genre de politique. Ils ont évoqué les États-Unis d'ailleurs, qui envisageraient de retourner en Afghanistan. Quelle est la logique d'un retour en Afghanistan? Pourquoi aurait-il besoin d'y retourner si Donald Trump veut vraiment ce qu'il a déclaré dans sa stratégie de sécurité nationale, même si cela n'en fait pas partie? Oui, la part cynique de moi-même a dit « il faut relancer le commerce de la drogue, faire circuler à nouveau ces drogues, faire sortir l'héroïne. » Vous savez, parce que les talibans sont arrivés et y ont mis un frein. John Kiriakou a raconté une histoire personnelle intéressante qu'il a vécue après avoir quitté la CIA lorsqu'il travaillait au Capitole
avec la Commission des Affaires étrangères. Il a dit que, lors d'un voyage d'enquête en Afghanistan, il avait discuté avec l'un des agriculteurs et que celui-ci lui avait essentiellement dit « Écoutez, les Américains nous ont encouragés à cultiver le pavot à héroïne. Pourquoi? Parce que les États-Unis voulaient utiliser le commerce de la drogue, en espérant que l'héroïne irait en Iran et en Russie, que les gens deviendraient dépendants et que cela détruirait leur société. » Est-ce que je crois ça? Absolument, à 100%. Il n'y a aucune raison justifiable au monde pour que les États-Unis retournent en Afghanistan. Et franchement, je pense que ce ne sont que des paroles en l'air. Si les États-Unis essayaient d'y retourner, voyons, on s'est déjà fait battre une fois là-bas. On va y retourner pour en redemander. Allons donc. C'est toujours enveloppé dans cette idée qu'il faut contenir l'Iran ou affaiblir la Russie. C'est une forme de maladie mentale, cette adhésion à une mentalité impériale, à une époque où les États-Unis n'ont plus le pouvoir militaire ou économique qu'ils avaient autrefois. Cela leur échappe peu à peu. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères d'Iran est au Bélarus, en discussion avec le président sur place. Je pense que ce qui se passe entre l'Iran et la Russie, et dans une certaine mesure avec la Chine, c'est qu'ils reconnaissent à quel point le Caucase du Sud est fragile. La situation est instable, et en ce qui concerne la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, personne ne veut de l'OTAN dans cette région. C'est l'un des principaux objectifs. L'Iran ne veut pas de l'OTAN dans ces pays, la Russie non plus. Et je ne sais pas, les États-Unis envisagent-ils encore d'être présents en Arménie et en Azerbaïdjan? Oh oui. Non, écoute, je suis sûr qu'il existe des directives présidentielles signées, des conclusions, qui autorisent la CIA à mener des opérations clandestines dans les 3 pays. Et tu sais, parfois c'est au grand jour, comme à travers l'USAID et l'aide publique, mais l'objectif global est de subvertir les gouvernements en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, d'en faire des marionnettes de l'Occident et de les utiliser comme tremplin pour lancer des attaques et des opérations subversives contre la Russie et l'Iran. J'en suis pleinement convaincu. Je pense que c'est ce qui se passe. Mais tu sais, l'Occident rencontre quelques difficultés sur ce front, et jusqu'à présent, les Russes ont été plutôt efficaces pour y faire face. Oui. L'autre chose, Larry, à propos du cas de l'Australie, Netanyahou a déclaré que l'une des raisons de la montée de l'antisémitisme est la reconnaissance de l'État palestinien par les Européens, peut-être par l'Australie, et que tout cela crée en quelque sorte une nouvelle atmosphère hostile aux Juifs. Comment ces deux concepts sont-ils liés? Je ne vois pas en quoi l'idée d'un État palestinien contribue à la haine envers les Juifs. Eh bien, soyons clairs. Bibi Netanyahou est l'un des plus grands antisémites du monde en raison de sa haine des Palestiniens. Les Palestiniens et les Arabes sont des peuples sémitiques. Si l'on veut, les racines de leur langue déterminent qu'ils sont des Sémites. Les Palestiniens ont génétiquement plus en commun avec les habitants originels de cette région, le Levant, ce que nous appelons aujourd'hui Israël, Gaza, la Jordanie, la Syrie. Les Palestiniens ont génétiquement plus en commun que tous ces Juifs ashkénazes venus d'Europe. Vous savez, ils sont plus européens que sémitiques. Et donc, ils utilisent ce terme à tout va, antisémite. Si vous détestez les Palestiniens, si vous détestez les Arabes, vous êtes antisémite aussi. D'accord? Et ils veulent tout confondre, faire de l'antisémitisme uniquement la haine des Juifs. Et ce n'est pas, vous savez de mon point de vue, une question de haine des Juifs. La haine du sionisme, absolument. I think Zionism is a pernicious belief.
Je pense que le sionisme est une croyance pernicieuse. Il a été la source d'un grand mal et d'une grande souffrance. Tout cela tourne autour d'une construction mythique de croyances à propos du judaïsme. Si l'on remonte à toute l'histoire de l'Ancien Testament, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, on passe d'Abraham, recevant la promesse qu'il y aura une bénédiction pour de nombreuses nations, à tout à coup un seul groupe particulier de personnes qui seraient aimées de Dieu plus que tous les autres et auraient le droit d'aller tuer qui ils veulent et de prendre ce qu'ils veulent, parce que Dieu aurait dit que cette parcelle de terre, une terre médiocre d'ailleurs, en termes de ressources, leur revient et à personne d'autre. Le concept même du sionisme se classe, à mon sens, au même niveau que le communisme parmi les grands maux de notre époque. It ranks up there with communism in terms of being a great evil of our time. Let me, Larry, just to wrap up. Permets-moi, Larry, pour conclure cette session, de passer un extrait d'Avi Schleim, l'historien israélien. Il parle de ce qu'était la région avant la création d'Israël, avant que l'entité sioniste ne soit établie là-bas. Voici ce qu'il a dit, Larry. Here is what he said, Larry. Avant l'émergence de l'État d'Israël en 1948, un grand nombre de Juifs vivaient dans le monde arabe, environ 800 000. Il y avait des Juifs au Liban, en Syrie, en Égypte et en Irak. La communauté juive d'Irak était la plus ancienne, remontant à 2 millénaires et demi. C'était la plus prospère, la plus réussie et la mieux intégrée dans la société locale. Avant 1948, il y avait des Juifs dans tout le monde arabe, et la coexistence entre musulmans et Juifs n'était pas un rêve lointain. C'était une réalité quotidienne. Juifs et Arabes vivaient côte à côte jusqu'à l'arrivée du sionisme. Ma famille et moi étions des Juifs arabes. Nous parlions arabe à la maison, nous ne parlions aucune autre langue. Notre culture était une culture arabe. Notre nourriture était la plus délicieuse, la plus épicée de la cuisine moyen-orientale. Ce n'était pas de la cuisine européenne. Donc, en tout sens du terme, nous étions des Juifs arabes. Nous, les Juifs arabes, avions bien plus en commun, sur le plan linguistique et culturel, avec les non-Juifs qui nous entouraient. Nous avions bien plus en commun avec eux qu'avec les Juifs d'Europe de l'Est. En mars 1950, le Parlement irakien adopta une loi stipulant que tout Juif souhaitant quitter le pays était libre de le faire. Ils avaient 1 an pour s'enregistrer afin de partir avec un visa aller simple. Peu de Juifs s'enregistrèrent pour partir au début. Puis, au cours de l'année suivante, 5 bombes explosèrent dans des lieux juifs à Bagdad, provoquant la panique et contribuant à précipiter l'exode vers Israël. Yosef Basri, un avocat de 28 ans et ardent sioniste, était responsable de 3 des 5 bombes. Son supérieur était un officier du renseignement israélien nommé Max Binet, qui lui donnait les ordres et la TNT. En 1950, il y avait 135 000 Juifs en Irak. À la fin de 1952, il ne restait qu'environ 10 000 Juifs et 125 000 s'étaient retrouvés en Israël. Nous avons quitté l'Irak en tant que Juifs et sommes arrivés en Israël en tant qu'Irakiens. Le problème, c'est qu'Israël prétend être l'État des Juifs. Il prétend parler au nom de tous les Juifs du monde. Mais le sionisme est une affaire ashkénaze. Cela n'a rien à voir avec nous. Oui, absolument. Oui, Yann, lui et moi sommes en parfait accord. Oui, je ne vois aucun conflit entre les musulmans, les juifs et les chrétiens dans cette région, Larry, parce que la région est très ancienne. Les traditions, l'histoire, elles sont si riches. On peut voir que ces peuples ont beaucoup de points communs. Leurs ancêtres ont vécu ensemble. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a encore une présence juive à Téhéran. Je veux dire, ça remonte à des siècles. L'avènement du sionisme, comme je l'ai dit, se classe au même niveau que le communisme en termes de mort, de destruction et de chaos.
C'est vraiment, à mon avis, une idéologie malfaisante. It really is. It's an evil ideology in my view. Yeah. Merci beaucoup, Larry, Thank d'être you avec so nous much, aujourd'hui. Larry, for being with us. C'est un grand plaisir. Great pleasure. All right. Très bien. Ravi de commencer la semaine avec vous. On se retrouve vendredi. Friday. À bientôt. Bye-bye. Okay. D'accord. Bye-bye. Au revoir.